Voilà, eh bien, reprise du guidage de lecture. Donc, on était à la fin d'un paragraphe. Et Robert, à ce moment-là, donc, note qu'il est 21h42, donc à peu près 8 minutes, là, depuis le paragraphe précédent, justement, hein, qu'on vient de citer. Il note justement que le débit de Jen ralentit considérablement après un début rapide, hein. On voit qu'au début, en 5 minutes, il dictait un bon paragraphe, des fois un peu plus. Et là, tout d'un coup, en 8 minutes, il a dicté un paragraphe, oui, voilà, à peu près, donc une demi-page à peu près. Et en général, comme j'avais déjà indiqué, ça veut quand même signifier, à mon sens, quand le débit comme ça de Jen ralentit, c'est que Seth fait encore plus attention à la qualité de transmission du message. À ce qu'il soit bien rigoureux, que chaque élément transcrit soit vraiment bien précis, qu'il n'y ait pas de déformation, en tout cas de la part de Jen. Ou qu'il est obligé de réfléchir plus, enfin réfléchir, c'est vrai que c'est toujours particulier quand on parle de 7, qu'on imagine que c'est une sorte de boule de conscience. Peut-être c'est la traduction, en fait. Il est obligé de bien choisir les mots qu'il va transmettre à Jen pour qu'elle les dise à sa place et qu'il est, oui, en tout cas, voilà, plus dans l'attention que, que chaque élément qu'il transmet ne puisse pas être induire en erreur, ne puisse pas soit donc être déformé par Jen, ce que j'ai dit avant, soit mal compris par les personnes qui l'entendent. De ne pas utiliser des mots à double sens, de vraiment aller finement dans la qualité de ce qu'il transmet en tout cas. Et il va reprendre justement le paragraphe suivant en disant: pour entrer dans votre système, je me déplace par une série d'événements mentaux et psychiques. Donc là, c'est assez particulier, hein. Il se déplace, alors qu'il vient de dire que l'espace n'existait pas. Donc, qu'est-ce que c'est se déplacer quand il n'y a pas d'espace? Là, ça fait un petit peu partie, dirais-je, des mystères un petit peu des livres de Seth, hein. Euh, des fois en première lecture ou même après avoir lu plusieurs fois, il y a encore des éléments qui sont un petit peu en dehors peut-être de notre compréhension immédiate dans le monde physique en tout cas, hein. Donc on est un peu dans cette limite potentielle de compréhension alors qu'il est en train d'essayer d'expliquer justement lui la manière dont il vit cette le moment où il va rentrer dans le monde physique. Nous, ça nous paraît quand même un petit peu étonnant, en tout cas dans les mots qu'il utilise, hein. Donc je redis, hein, il dit, je me déplace par une série d'événements mentaux et psychiques. Donc c'est pas du tout un déplacement classique, on n'est pas dans le physique, hein, très très concrètement, mais si qu'il va peut-être déplacer sa conscience, déplacer sa manière de focaliser son attention, euh, réfléchir différemment. C'est comme nous quand on se concentre peut-être. Si on se concentre sur quelque chose, notre conscience va agir de manière différente. Hein, je ne sais pas si vous connaissez au niveau du fonctionnement du cerveau, on peut étudier le niveau des ondes, hein, alpha, bêta, gamma, theta, je ne sais plus exactement, je ne les connais plus toutes par cœur. En tout cas, on peut observer physiquement, donc scientifiquement, je dirais, des fonctionnements différents du cerveau en fonction de notre état de veille, si on dort, si on rêve, si on est très concentré, etc. Eh bien, j'ai l'impression que là, ça ressemble à ce que Seth explique, hein. C'est une manière de réfléchir différente qui lui permet d'avoir accès à notre monde en 3 dimensions. En tout cas, c'est comme ça que je pourrais l'expliquer le mieux possible tout de suite.
Et il enchaîne en disant, vous interpréteriez ces événements comme de l'espace et du temps. Donc malgré tout. Lui, c'est un événement mental particulier de son côté, de son point de vue, ce que lui il fait. Mais nous, quand ça devient dans le monde physique, eh bien, ça va se transformer, ça va devenir quelque chose que physiquement on peut observer. Et là, il dit donc soit de l'espace, soit du temps. Virgule, et continue la phrase. Et je dois donc souvent employer ces termes-là, de temps et d'espace, car il faut bien que j'emploie votre langage plutôt que le mien. Donc ça, c'est vraiment pour confirmer le fait que c'est lui qui s'adapte en permanence pour nous transmettre un matériau que nous sommes en capacité d'entendre déjà, première chose, il faut qu'il le transmette dans le monde physique, mais avec des éléments qui sont dans notre culture et dans notre fonctionnement. Donc là, il vient de dire qu'effectivement, lui, il a son fonctionnement de son côté pour entrer dans le monde physique, mais que nous, ça va nous apparaître différemment. Et ça, c'est un élément qui me semble vraiment important sur lequel, en tout cas, je vais insister, c'est que le même événement, en fonction de l'environnement, en fonction de son fonctionnement propre dans lequel on est, eh bien, on va le vivre de manière différente. Alors, il y a le premier niveau, ça je pense que maintenant vous avez à peu près compris, c'est-à-dire que deux êtres humains qui vivent la même situation, comme elles construisent chacune l'événement, elles vont le vivre de manière différente, en fonction de leur mémoire, de leur fonctionnement passé. Donc ça, c'est un premier niveau. Je vois ce que je crois voir d'une situation, donc je l'interprète à ma manière. Là, ce que j'étais en train de dire, c'était un autre niveau, c'est le fait qu'il y ait des univers parallèles. Là, autour de moi, en fait, il y a, étonnamment, il y a plein d'autres univers. Des univers parallèles, des univers probables, qui ont la même valeur que ce que moi je suis en train de vivre, et qui ont même plus de valeur pour d'autres entités ou personnalités. Je ne vois, moi, que mon monde probable dans lequel j'ai choisi d'être. Là, par exemple, je reviens sur un exemple que j'ai déjà donné sur le film Valérian et la Cité des Mille Planètes, où on voit très bien, c'est au début du film, il y a une scène où des êtres humains sont obligés de mettre un casque pour pouvoir percevoir d'autres univers, enfin un autre en tout cas univers qui est parallèle au leur, juste à côté. Euh, Ils ont des gants spéciaux pour pouvoir toucher les objets, etc. Alors que quand on revient dans le monde des humains, c'est un grand désert, c'est complètement vide. Alors qu'il y a d'autres individus, d'autres espèces en tout cas, qui vivent à côté, là, qui partagent le même espace, mais qu'on ne perçoit pas parce qu'on est dans deux univers parallèles. Et c'est ça dont je viens de parler. C'est-à-dire que il peut être juste là, à côté de Jen, il va utiliser un fonctionnement mental particulier et ça va être retraduit et donc vécu de manière différente. Et c'est ça sur lequel je voulais insister. C'est que, par exemple, euh, quelqu'un va se mettre en colère dans un univers, ça va peut-être créer un orage dans un autre univers. Donc c'est bien le même événement au même endroit puisque l'espace n'existe pas, mais en fait c'est retraduit de manière complètement différente en fonction du fonctionnement propre de chacun des univers. Donc une émotion très forte peut amener une matérialisation en trois dimensions dans un univers physique, par exemple. Et donc ça va, vous voyez, ça va changer complètement, bien sûr, la perception du même événement qu'on en a. Voilà. Et je pense que c'est un petit peu de ça dont Seth est en train de parler, que lui, la manière, en tout cas ce qu'il induit de son côté dans son propre environnement, dont il parle depuis le début du chapitre, est vécu de manière strictement différente dans dans ce qui peut émerger dans notre monde
physique, puisque ce n'est pas retranscrit tel quel, hein, donc il reste une trace, en tout cas dans notre monde physique, avec cette possibilité, effectivement, comme je disais, eh bien, de déformation du message, bien entendu. Et là, au début du paragraphe suivant, il va utiliser un terme très important sur lequel il va revenir plusieurs fois. Il utilise le mot de croyance racine. Et donc il dit, les croyances racines sont les idées préconstruites de la réalité dont j'ai parlé. Les conventions sur lesquelles vous fondez votre idée de l'existence. Les croyances racines, ce sont donc l'ensemble des croyances fondamentales sur lequel est basé un monde, un environnement particulier. Par exemple, j'ai l'impression, alors je ne crois pas que Seth donne ces exemples-là, j'ai l'impression en tout cas dans le monde physique qu'on a, les êtres humains se sont mis d'accord sur la croyance racine qu'on ne peut pas voler. Que justement, Seth disait tout à l'heure que les tables, les objets sont solides, qu'on peut s'appuyer dessus et qu'on les considère comme stables. Alors que Seth, plusieurs fois, a dit et redit que comme on les crée en fait au fur et à mesure, tous les objets qui nous entourent ont beaucoup moins de réalité dans le temps que notre conscience et que la conscience de manière générale. Alors que nous, on a l'impression que la conscience, elle est derrière, elle est créée par la matière. Et comme c'est l'inverse, et bien finalement, les matières physiques qui nous entourent ont beaucoup moins de durabilité, de consistance que l'idée qui en est à l'origine. Et bien ça fait partie, d'après ce que j'en comprends, de nos croyances racines. Nous avons choisi de baser cette réalité physique sur des objets concrets, de la matière, et donc on va s'appuyer sur ces objets en disant, bah voilà, ils sont constants, et j'ai donc l'impression, le lendemain après une nuit de sommeil, quand je vais me lever, que tout sera autour de moi de la même façon. Le lit sur lequel j'ai dormi, il sera toujours là. Alors que visiblement, il faut le recréer en fait, juste au moment où la conscience revient dans notre corps. Donc vous voyez, c'est quand même assez particulier comme point de vue, mais en tout cas, on va dire que toutes les règles physiques de la réalité physique, tout ce en quoi l'humanité croit de manière universelle, ce seraient des croyances racines. Racines vraiment dans le sens où c'est ancré, c'est commun, c'est ce qui est à l'origine de ce que l'on vit au quotidien. Donc là, Seth dit comme une sorte de définition finalement au début de ce paragraphe, que ce sont les idées préconstruites. Et moi j'entends préconstruit, c'est-à-dire dès qu'on arrive, c'est la notion de disque dur quand il est comparé à l'ordinateur. Nous sommes un ordinateur, mais nous ne venons pas complètement vierges dans cette réalité. Nous avons déjà des idées préconstruites, y compris notamment les croyances racines. Nous venons dans ce monde-là avec déjà les informations pour fonctionner avec le reste de l'humanité, autrement dit. Et je dis humanité, mais je pense que ça va au-delà, parce que les croyances racines, je pense qu'elles sont partagées avec toutes les autres consciences qui sont présentes sur Terre, donc y compris les animaux, les plantes, et si on entend ce que ça dit, chaque atome finalement a sa propre conscience, donc tout ce qui nous entoure finalement, c'est une sorte de mode d'emploi minimum, commun, pour que notre expérience sur la Terre fonctionne de manière correcte. Voilà, donc les idées préconstruites de la réalité, les conventions sur lesquelles vous fondez votre idée de l'existence. Donc, croyances racines, les idées communes. Alors que quand on commence à s'intéresser à un pays, ou à une époque particulière, ou à une ethnie particulière, là on va avoir des croyances plus limitées, un nombre d'individus plus limité, ce n'est pas partagé par soit l'ensemble de l'humanité, soit l'ensemble des consciences de la planète. Et du coup, à mon avis, ce ne sont plus des croyances racines, ça va être des croyances limitées, donc liées plutôt à une culture particulière, plus restreinte.
Et donc il dit justement dans la phrase suivante, l'espace et le temps, et pour une fois il ne dit pas tel que vous les concevez, mais c'est compris dedans, hein, font partie, dit-il, de ces croyances racines. Pour interagir avec le monde physique, nous avons créé l'espace pour que tout ne soit pas concentré au même endroit et qu'on puisse choisir de vivre telle expérience ou telle autre. Hein, on peut se séparer par l'espace et chacun vive sa propre expérience à un endroit donné. Donc c'est une convention qui est bien pratique pour ne pas être submergé par l'ensemble des existences euh, possibles de la planète. Et excusez-moi. Et de la même manière, nous avons créé le temps pour pouvoir au même endroit euh, pouvoir percevoir des suites d'événements sans que tout soit concentré en même temps. Ce qui serait trop compliqué pour nous de gérer, en fait. Hein. Si toute notre vie est concentrée en un seul moment et que c'est à nous librement d'aller explorer telle ou telle partie, donc ce serait une autre façon de fonctionner, mais ce serait trop compliqué pour nous a priori. Hein, encore une fois, je dis a priori, puisque ce sont des croyances racines sur lesquelles nous nous sommes mis d'accord pour fonctionner et pour avoir donc un langage commun. Et de fait, le temps que nous avons créé nous permet d'avoir une succession d'événements distincts les uns des autres, comme l'espace nous permet d'avoir des espaces et de vivre des événements distincts les uns des autres. Hein, par exemple, les personnes qui vivent une inondation, et ben à côté, il peut y avoir des gens qui vivent le manque d'eau, d'autres qui vivent un chaud extrême, d'autres un froid extrême, etc. Tout ça en même temps sur la planète Terre. On les a simplement séparés, pour séparer les expériences. Et le temps, c'est une autre manière de séparer les événements en les vivant de manière séquentielle, successive, euh, encore une fois, pour pouvoir interagir avec chacun de ces événements de manière individuelle, quelque part. Et il précise donc que chaque système de réalité, donc c'est-à-dire chaque monde probable, parallèle, le système dans lequel vit Seth, par exemple, c'est un autre système de réalité, et il existe des systèmes de réalité non physiques qui sont pourtant au même endroit que nous. C'est ce que Seth a dit au début de cette session. On partage le même espace, mais on va créer des codifications différentes qui fait qu'on ne perçoit que ce pourquoi on est construit pour percevoir, et ce qui permet d'avoir des expériences au même endroit en même temps. Donc chaque système de réalité possède son propre lot de conventions. Autrement dit, ses propres croyances racines, bien entendu. Et Seth, du coup, va expliquer, lui, comment il fonctionne avec ça en disant « Lorsque je communique à l'intérieur de votre système, je dois comprendre et utiliser les croyances racines sur lesquelles il repose. » Hein, donc, on est bien effectivement dans cette utilisation des croyances racines propres à notre fonctionnement, et Seth est obligé de les prendre en considération. Et rappelez-vous, il expliquait, je ne sais plus si c'est au début de ce chapitre ou si c'était à la fin du chapitre précédent, il expliquait son travail en disant qu'il était éducateur et qu'il voyageait en permanence de systèmes de réalité à d'autres, certains physiques, d'autres non. Et là, on comprend mieux maintenant avec cette notion de croyance racine qu'à chaque fois, il est obligé de comprendre, c'est un petit peu comme un guide de survie, je dirais, enfin, pour utiliser ce mot-là, nous on a par exemple le guide du routard, voilà, bon, je voulais pas faire de publicité, mais c'est un guide qui est assez connu. Quand on va dans un pays, en lisant le guide du routard, on a les informations pour éviter de faire des impairs au niveau de la culture propre. On va connaître les bases de la langue,
la capitale, l'argent utilisé, euh, voilà, on a un peu les bases de fonctionnement, et ce sera donc les croyances racines quelque part, l'équivalent des croyances racines si on transpose, que cet objet de connaître. Donc il est obligé d'avoir une sorte de guide avec la liste de toutes les croyances racines précises dans chaque système de réalité dans lequel il va aller. Parce que vous comprenez que si il utilise un mauvais système de croyances racines, eh bien ça va tomber complètement à côté. Donc il ne pourra pas faire correctement son métier qui est de transmettre des informations. Donc quelque part, avant de pouvoir transmettre le fond de son message, il est obligé de bien utiliser la forme. Hein. Peut-être voilà si ces mots vous parlent. Hein. Et voilà, ces croyances racines, c'est la forme qu'il va utiliser. Hein. Je redis ces mots, hein, il dit je dois comprendre et utiliser les croyances racines. Et il dit justement dans la phrase suivante, à ce que je viens de vous expliquer, une partie de mon travail d'enseignant consiste à les comprendre et à les utiliser. Point virgule, si bien que vivre des existences dans un bon nombre de ces systèmes a constitué une partie de ce qu'on pourrait appeler la formation de base. Et là, je me permets de vous rappeler, ça doit être dans le chapitre 1 où il expliquait que l'environnement dans lequel il vivait était le plus, je sais plus exactement le mot, le plus intéressant, le plus fascinant, euh, le plus plaisant. Début du chapitre 2, je viens de retrouver, page 45. Hein, le plus gratifiant également, il dit. C'est-à-dire qu'il a eu une première phase de sa vie, comme nous. Je suis pas certain qu'à cette époque-là, il ait eu vraiment plus de conscience de ce qu'il était en train de vivre, où il a expérimenté plein de vies différentes. Là, je parle que de la Terre, mais comprenez bien qu'il va vivre la même chose que des vies multiples terrestres. Hein, cet équivalent-là dans plusieurs systèmes de réalité. Donc c'est vraiment voilà, une diversité extrême d'expériences qu'il va vivre. Et qu'à un moment donné, il va comprendre, ah oui, ok, cette succession de vies, ce n'est que pour comprendre comment utiliser ma créativité de manière la plus large et utile possible. Et finalement, ça ne forme que une étape initiale à son rôle qui va, soit qui était déjà prévu au départ, soit qui le devient petit à petit. Là, je ne sais pas quoi en dire là tout de suite. Qui va devenir son rôle d'enseignant. Donc lui, maintenant qu'il est enseignant, il regarde ça à l'envers, il dit bah oui, ma formation de base, c'était de vivre des, j'en sais rien, milliers, dizaines de milliers, centaines de milliers de vies terrestres pour bien comprendre comment fonctionne la Terre, toutes les époques, toutes les cultures, tous les pays, tout le fonctionnement, et pour pouvoir après, quand je suis de retour dans mon plan d'existence, pouvoir communiquer avec vous et vous donner des informations très précieuses auxquelles vous n'avez pas directement accès, et je peux vous les transmettre parce que je comprends ce que vous vivez. Et parce que j'ai cette compréhension-là, je peux également vous donner des mots, des exemples qui viennent de moi, ce que je cherche à vous transmettre, avec des exemples qui vous parlent le plus possible. Et c'est pour ça que moi je suis bien embêté de mon côté, parce que je n'ai pas la conscience de 7, et que j'essaie de vous expliquer les mots de 7, mais avec uniquement, pour le moment en tout cas, ma conscience de ma vie actuelle, de ma personnalité actuelle, qui est donc extrêmement limitée, puisque c'est pour le moment juste une personnalité. Et donc, un travail, moi, qui me semble très intéressant personnellement, c'est d'expérimenter les exemples et les exercices que Seth propose pour essayer d'être le plus connecté possible à mon intuition, à ma créativité, et pour essayer de trouver finalement des exemples les plus parlants possibles, pour essayer
quelque part de compléter ou de donner de mon point de vue d'autres manières d'expliquer les mots de 7, à travers des exemples aussi peut-être plus récents, puisque là c'était des exemples de 1970. Euh, et voilà, en tout cas, c'est moi mon intérêt dans le travail que je fais de guidage de lecture, ça fait partie de mon cheminement propre. Donc, comme 7 vient de dire, bah, ma formation de base, c'était de vivre plein d'expériences. Moi, pour le moment, mon travail, et une partie de ma motivation, c'est d'essayer d'appliquer dans ma vie ce que 7 propose pour pouvoir le plus clairement possible, je l'espère en tout cas, euh, être clair dans ce que 7 dit, donc être plus clair dans ce que je peux vous expliquer. Une partie étant intellectuelle, l'autre partie étant un peu plus euh, intuitive, en tout cas. Voilà, j'espère que c'est bien clair, en tout cas, cette démarche de 7, hein, et donc le rôle des croyances racines euh, dans notre fonctionnement quotidien. Et là, j'ouvre une petite parenthèse pour dire que le jour où l'humanité souhaitera changer ses croyances racines, eh bien, on pourra le faire. Sauf que je crois qu'il faut être conscient de faire ces changements-là. Et à ce moment-là, on est tout à fait capable de vivre une autre expérimentation sur une terre complètement différente, d'avoir accès, par exemple, à tous les temps en même temps, et plus seulement un temps qui est séquentiel, avoir accès à tous les espaces en même temps, et non plus être obligé de se déplacer pour ça. Et donc, quelque part, ça demande une ouverture de la conscience. Ce qui veut dire que, de ce que j'ai compris aujourd'hui du message de Seth, moi je suis quand même très optimiste sur la situation, on va dire, actuelle de la planète, hein, géopolitique, même s'il y a des conflits armés, etc., la dégradation de l'environnement, changement climatique, la montée de la mer, la surpopulation, etc. Euh, parce que mon espoir, le fait que je sois plutôt optimiste, c'est de me dire que, et j'essaie de mener ma vie dans ce sens-là, c'est que si on arrive à élever le niveau de conscience, hein, sans, encore une fois, sans jugement par rapport à ça, je reprends juste le schéma que j'avais fait la séance précédente, hein, et je vous invite à y retourner peut-être euh, avec l'explication qui allait avec. Si on imagine que l'humanité, que chacun déjà, chacun peut évoluer, et plus on peut prendre conscience justement à travers ce qui nous arrive comme événement, plus on prend conscience qu'on peut en sortir par le haut, et que ça nous fait grandir, ça nous fait évoluer, on découvre des nouvelles croyances, ou en tout cas on va casser des croyances limitantes. Si chaque individu fait ça à son niveau, ça veut dire que l'humanité de manière globale évolue. Ça veut dire que petit à petit, et il y a un effet d'entraînement, eh bien, le niveau de conscience global au niveau de la Terre, donc là ça va au-delà de l'humanité également, hein, tous les animaux, toutes les plantes, globalement, on peut passer à un certain niveau où on va vouloir changer les règles du jeu de la planète. Et si on n'a plus envie d'être malheureux à un moment donné, de subir des catastrophes écologiques, des guerres, la famine, voilà, tout ce qu'on peut considérer comme étant des malheurs de l'humanité, le jour où on comprend que ce ne sont que des expériences que l'on traverse pour comprendre que l'on crée sa réalité, du coup on a les règles d'humain en jeu, et du coup on peut les changer, y compris changer les croyances racines. Elles ne sont pas gravées éternellement dans les règles universelles. Ce ne sont que des conventions sur lesquelles on s'est mis d'accord, entre guillemets, pour le moment, hein, puisque le temps n'existe pas, mais donc dans notre niveau d'évolution, ce sont les croyances racines actuelles. En tout cas, moi, c'est ce que j'en comprends. Donc, tout est possible.
du jour au lendemain, dès que le niveau de conscience est suffisamment élevé, les guerres s'arrêtent, la famine s'arrête, on vit dans un environnement idyllique. On n'est pas obligé d'être des millions sur la planète, on peut trouver le bon équilibre, euh, etc., etc. C'est-à-dire qu'on peut vivre beaucoup plus en harmonie. C'est en tout cas, moi, c'est quelque part une des conclusions à laquelle j'arrive en lisant 7. Et je ne pense pas être trop naïf en pensant ça. C'est que j'ai l'impression qu'on peut toujours s'en sortir, mais par le haut. Voilà, c'est en tout cas l'idée, et que du coup, je pense que c'est du devoir, je sais pas trop si on peut utiliser ce terme-là, mais en tout cas, je me sens très motivé pour participer, moi, de manière très égoïste, à chercher à être plus conscient de ce que c'est la réalité autour de moi. Et oui, je crois, c'est ma croyance, je crois que quand chaque humain aura élevé son niveau de conscience, l'humanité va changer, donc la vie sur Terre va changer. Voilà, je referme cette parenthèse, c'était juste pour illustrer quelque part euh, euh, un peu les conséquences de ce que Seth est en train d'expliquer. Hein. En tout cas, une manière d'expliquer, de vivre en tout cas ce que Seth vient d'expliquer. Vous voyez, j'ai ouvert tellement de parenthèses, j'ai même pas terminé la phrase de Seth qui est un petit peu longue. Hein. Donc je vais reprendre la fin, c'est la fin d'un paragraphe où il disait qu'une partie de mon travail d'enseignant consiste à comprendre, donc il parlait des croyances racines, hein, et à les utiliser, point virgule, premier point virgule, si bien que vivre des existences dans un bon nombre de ces systèmes a constitué une partie de ce qu'on pourrait appeler ma formation de base. Je m'étais arrêté là, point virgule, il continue, même si mes associés et moi-même utilisons d'autres termes pour désigner ces croyances racines. Et là, on vient justement, c'est pour ça que voilà, j'ai pas vraiment insisté sur la fin de cette phrase, parce que on est dans des petits morceaux de phrases où c'est un petit peu mystérieux, on va pas forcément pouvoir en dire le grand. Moi, en tout cas, là, tout de suite, j'ai pas grand-chose à en dire, puisque 7 renvoie éventuellement à d'autres concepts plus tard dans son livre, ou à d'autres mots, ou d'autres explications sur lesquelles il va revenir. Donc là, il parle des croyances racines juste en disant qu'il y a une autre façon de les nommer, visiblement, donc peut-être aussi de les comprendre. Voilà, donc je n'en dirai pas plus tout de suite. Fin du paragraphe, et 7 d'ailleurs propose de faire une pause à ce moment-là. Ce qu'ils vont faire, il est 21h52, donc une dizaine de minutes à peu près pour faire une demi-page. On voit qu'on continue toujours à ralentir un petit peu le débit par rapport à ce que Robert notait dans sa note précédente. Et là, Robert va faire justement un petit paragraphe spécial sur ce temps de pause, en indiquant que Jen sort de transe presque immédiatement. Et elle dit: j'ai l'impression d'être dans la série, dit-elle, en faisant allusion à la série de science-fiction que nous avons regardée ce soir à la télé. Et là, j'en profite pour rappeler toujours le contexte dans lequel a été donné ce matériau. On peut des fois avoir cette impression d'une vie un petit peu extraordinaire. Alors, le cadre quotidien, c'était juste voilà des Américains dans leur vie quotidienne en 1970. Ils dînent, ils regardent la télé, et puis après, le soir, à 21h, là, on passe dans un phénomène un peu particulier où quelqu'un se met en transe, reçoit des informations qui viennent d'un monde invisible, on va dire, et c'était dicté, et ça a donné le livre que je suis en train de vous commenter, que vous pouvez lire, et que je vous conseille vivement d'ailleurs de lire de votre côté pour avoir vos propres informations, vos propres commentaires,
Et j'en profite pour rappeler que si vous avez une propre manière d'expliquer certains passages, si vous n'êtes pas d'accord avec certaines manières que j'ai d'expliquer, n'hésitez pas à le mettre en commentaire. Ça peut lancer des discussions, des échanges justement autour de thèmes particuliers. Ou peut-être ça peut nous aider à lancer des sujets. On est un peu en train de réfléchir avec ma compagne là justement à faire des vidéos sur des thématiques particulières où on ira chercher dans différentes pages alors de ce livre ou peut-être d'autres livres. Et donc d'avoir une réflexion ou un travail plus par thématique. Donc ça peut peut-être aussi nous aider de réagir à vos questions éventuellement si vous en avez en tout cas. Donc pour revenir au cadre assez classique, hein, donc là Jen parle de la série qu'ils ont regardée et elle dit, elle tente de décrire une image qu'elle a eue juste avant que Seth se mette à parler, tout en disant qu'elle ne peut pas vraiment la mettre en mots. J'ai vu un champ de quelque chose comme des étoiles. Une idée était projetée par nous à l'extérieur, contre ce champ, et elle semblait exploser. Pourtant l'idée est juste là. Donc, dit-elle en plaçant ses mains en coupe sous son menton. Je relis donc ce qu'elle dit. J'ai vu un champ de quelque chose comme des étoiles. Une idée était projetée par nous à l'extérieur. On voit le mouvement donc depuis l'intérieur vers l'extérieur, contre ce champ, qui est donc devant elle visiblement, et elle semblait exploser. C'est l'idée. L'idée semblait exploser. Pourtant l'idée est juste là. Et elle met ses mains en coupe sous son menton. Je pense que juste ces quelques phrases illustrent très bien la manière dont Seth transmet les messages. On en avait parlé lors d'une session où justement Seth expliquait une sorte d'environnement intermédiaire dans lequel Jen et Seth se retrouvaient, à mi-chemin entre la réalité de Seth et notre réalité physique. Et, et que donc c'est à cet endroit-là que Seth essaie d'exprimer le plus clairement lui ce qu'il a à dire, mais qui ne sont pas des mots à la base, hein. C'est vraiment des intentions, des émotions éventuellement, des concepts, et que c'est comme s'il choisissait en temps réel au moment où Jen va les dire, quelles sont les manières d'exprimer ces concepts euh, les plus qui collent le mieux, je dirais, les plus proche possible des concepts que Seth voulait dire dans notre réalité physique. Hein, toujours cette traduction dont je parlais tout à l'heure. Et là, Jen, elle a des fois justement des informations qui restent, qui sont envoyées par Seth, non physiques, qui sont toujours présentes dans sa tête. Et du coup, elle-même, elle est embêtée pour les exprimer. On voit qu'elle hésite un peu sur les mots, sur la manière d'en parler. Elle a eu des ressentis particuliers, des images, mais de là à pouvoir clairement les décrire, c'est pas toujours évident pour elle, en tout cas. Et puis, paragraphe suivant, euh, Seth va dire, c'est non, excusez-moi, toujours Robert qui commente. Pendant la pause, Jen reçoit de Seth un message bref mais clair. Nous devrions tourner notre lit pour que la tête pointe vers le nord et non vers l'ouest, comme c'est le cas à présent. Hein, vous voyez, on est au milieu de la pause et, euh, et là, étonnamment, on a voilà cette information comme ça qui arrive. Donc vous voyez que Seth est toujours très présent à plein de petits détails de la vie du quotidien, mais bon, il va les prendre un peu dans son ordre à lui. Rappelez-vous que ça fait quand même 10 ans hein, là qu'ils sont en train de dicter. Je sais plus si cette histoire de lit
ils en ont déjà parlé dans les early sessions qui viendraient avant. Là, je ne me souviens plus, puis j'ai pas encore lu toutes les early sessions, il y a quand même 510 sessions. Elles sont pas traduites en français, donc voilà, ça demande quand même quelques jours pour être lu intégralement. Donc j'ai lu celles qui me semblaient les plus intéressantes et j'essaie des fois de ramener des éléments de de voilà qui viennent de ces early sessions, sachant que le matériau de set est également basé essentiellement, enfin ou uniquement d'ailleurs, en plus des commentaires sur ces sessions. C'est peut-être là-dedans que j'ai entendu parler justement de cette histoire de lit. Mais en tout cas, là, euh, Seth, très clairement, dit, bah voilà, entre guillemets, pour votre bien-être, enfin, pour votre évolution psychique, ou on ne sait pas exactement, mais en tout cas, pour aller dans le sens du travail commun qu'ils ont, il faudrait tourner la tête du lit vers le nord et pas vers l'ouest. Voilà. Fin du paragraphe. Reprise à un rythme lent à 22h02. Il y a juste 10 minutes de pause, hein, pour voilà, un petit échange entre eux. Et là, c'est Seth donc, qui reprend en disant l'entité ou âme. Hein, vous voyez il utilise en général les deux mots. Donc là, moi, ce que je peux dire par rapport à ça, c'est que je pense que Seth préfère largement le thème entité. Hein, c'est le terme qu'il a choisi, qu'il a défini plusieurs fois, qui n'est pas connoté. Mais pour qu'on puisse comprendre à peu près de quoi il s'agit, il va utiliser ce mot de âme. Et justement, il le dit dans un contexte bien précis, puisque dans sa phrase, il dit donc cette entité ou âme a une nature beaucoup plus complexe, beaucoup plus créative que vos religions elles-mêmes le supposent. Et à mon avis, c'est pour ça que le terme de âme a été utilisé, puisqu'on l'utilise plutôt, enfin il me semble que c'est plutôt connoté en tout cas par rapport aux religions. Euh, et là, il dit que finalement, même les religions n'ont pas une vision assez ouverte quelque part ou assez riche de ce que c'est réellement l'âme. C'est beaucoup plus complexe et créatif. Bon, oui, voilà, on change un peu de paragraphe, on change de thème en tout cas. Il va parler un peu plus précisément de ce que c'est cette entité. Elle utilise d'innombrables méthodes de perception et dirige de nombreux types de conscience. Hein, donc, là, il parle de l'entité. Hein. L'entité a plein de moyens de percevoir tout autour de lui. Et également, elle va utiliser plusieurs types de conscience. Ça veut donc dire qu'effectivement, l'âme n'est pas notre conscience. Notre entité ou notre âme a des consciences. En tout cas, à ce niveau-là, dans cette phrase-là, il dit très clairement qu'elle est capable d'en utiliser plusieurs. Donc déjà, ça amène des informations assez précises là-dessus. Donc elle utilise différents types de méthodes, dit-il, de perception et dirige, hein, c'est pas anodin, diriger, donc c'est vraiment comme un directeur, c'est une action de guider. Vraiment, c'est pas passif, hein, là c'est très très actif. Hein. C'est l'entité qui va diriger plusieurs types de conscience. Et dans la phrase suivante, il va dire justement, votre idée de l'âme est limitée par vos concepts en 3 dimensions. Voilà, vous êtes toujours, je pense, c'est lié à cette notion de croyance racine. Ce que vous pensez être l'âme est forcément
limité par différents concepts, mais parce que vous êtes dans cette réalité physique. Donc il va essayer d'expliquer justement ce que ça a de différent, ce que ça a de plus. L'âme peut changer la focalisation de sa conscience. Et elle utilise la conscience comme vous utilisez vos yeux. Et je pense que ce terme justement de changer la focalisation de sa conscience, moi je vois le parallèle avec la vue, effectivement. Donc imaginez, voilà, je ne suis plus une personnalité, je suis une entité, et ma conscience, c'est mon regard, qui peut être grand ouvert, qui balaye un peu, ou qui va se focaliser au contraire sur un élément très resserré, hein, comme mon regard. Eh bien, c'est le fonctionnement que c'est en train de dire de notre entité. Et l'entité, elle a plusieurs personnalités en même temps, voire, quand je dis plusieurs, peut-être pas une infinité, mais visiblement beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et peut-être même, peut-être que je dis une bêtise, mais j'ai l'impression qu'en même temps, notre entité est capable d'avoir des personnalités dans des mondes physiques et dans des mondes non physiques. J'ai pas l'impression que ce soit contradictoire. Je me souviens qu'à un moment donné, Seth expliquait au début des sessions avec Jen et Robert, donc lui étant non physique, et ayant, il me semble, lui aussi d'autres personnalités non physiques, il disait qu'il avait un fragment de personnalité, donc c'est peut-être différent, il utilise vraiment le terme de fragment de personnalité, dans un chien qui était toujours sur Terre. Donc si c'était capable de le faire, je pense que nous aussi, en tout cas notre entité, est capable d'avoir des personnalités dans des mondes physiques, et donc plusieurs réalités physiques en même temps, pas que la Terre, en tout cas, ou pas ce que nous comprenons comme étant l'histoire de la Terre, et dans d'autres réalités qu'on ne perçoit même pas. Et tout ça revient dans l'unité centrale le schéma dont je parlais en début de séance, et on devrait normalement avoir accès à tout ça en même temps. En tout cas, nous ne faisons qu'un. Hein. L'entité, c'est un qui capte tout ça. Et c'est pour ça que cette notion de vue, le regard hein, qu'on peut focaliser d'un côté, de l'autre, etc., c'est justement, pour moi, le fait de pouvoir regarder telle ou telle personnalité, telle expérience particulière, de telle ou telle manière. Euh, et que on peut avoir un regard un peu panoramique avec plusieurs consciences en même temps de différentes personnalités, ou bien se concentrer spécifiquement dans l'une. Euh, bon, voilà, en tout cas, ça peut illustrer un petit peu effectivement cette capacité d'âme, qui moi en tout cas me semble différent de ce que j'ai compris. Je vais donner l'exemple de moi, la religion dans laquelle j'ai grandi, la religion catholique. Si j'ai bien compris, alors ça fait longtemps que je suis pas remis dans les textes exacts liés à la Bible, liés au catéchisme. Donc peut-être que je vais dire des bêtises parce que je me suis ouvert à d'autres religions, d'autres courants spirituels et donc peut-être que maintenant j'ai un petit peu oublié ou je fais des amalgames ou je vais mélanger. Donc je m'excuse par avance si je dis des bêtises, mais j'ai quand même l'impression qu'on vient s'incarner sur cette terre, d'après la religion catholique, hein, là j'essaie de faire le parallèle, et qu'on a donc notre âme, notre esprit, notre âme, qui serait entièrement focalisé, dédié sur ce qu'on est en train de vivre, puisque nous avons une âme. Hein, c'est-à-dire que c'est comme ça, en tout cas, il me semble qu'on en parle, c'est que nous sommes un corps humain et que ce corps humain a une dimension spirituelle
qui n'est donc pas visible et qui est donc, qu'on appellerait l'âme, et qui reste une fois que le corps est mort. Ça, je le dis, vous voyez, un petit peu en hésitant, un peu avec des pincettes, mais j'essaie de me rappeler en même temps un petit peu si c'est bien les concepts. Euh, et en tout cas, on va dire que, voilà, j'ai une âme, hein, mon âme. Et donc, dans cette vision-là, l'âme, effectivement, elle est assez réduite, entre guillemets, en capacité, parce que, on va dire, c'est un peu notre conscience, notre bonne conscience. Hein. Parce que j'ai une âme, je suis un être humain, et je vais donc agir en bonne conscience, en faisant attention à mon prochain, etc., etc. Et donc, l'âme est uniquement concentrée sur ce qu'on est en train de vivre dans cette réalité physique, sur notre corps humain, et un seul. Alors que là, 7, dans l'exemple précédent, comme je vous disais, bah, en fait, non, on peut s'ouvrir à plus de choses. Hein. Donc, j'ai l'impression que 7 explique ce décalage-là. Hein. Il va continuer en disant, dans mon propre niveau d'existence, je me rends tout simplement compte du fait que, aussi étrange que cela puisse paraître, je ne suis pas ma conscience. À son niveau, 7, maintenant, il sait, c'est quelque chose qui est ancré dans son fonctionnement, il sait qu'il n'est pas sa conscience. Donc, voilà, par rapport à l'exemple que je donnais dans mes souvenirs de la religion catholique, où j'ai une âme qui pourrait être aussi appelée éventuellement ma conscience. Là, j'ai un petit doute, c'est quand même pas exactement la même chose. Là, il faudrait que je rentre un peu plus dans la philosophie. Donc, voilà, je vais m'arrêter en tout cas sur ce sujet-là pour éviter de dire trop de bêtises. Mais en tout cas, Seth lui a très clairement perçu, qu'est-ce qu'il dit? Je me rends compte, hein, que je ne suis pas ma conscience. Ma conscience est un attribut destiné à être utilisé par moi. Donc là, c'est vraiment très clair. C'est une de ses capacités, un outil. Quand on utilise quelque chose, on utilise le terme d'attribut, mais pour moi, utiliser quelque chose, voilà, c'est euh, une capacité qui est à ma disposition et que je vais utiliser. Et pourtant, et là je m'aventure dans une phrase où je ne sais pas comment je vais la terminer, Seth dit bien depuis le début du livre que la conscience est à l'origine de tout. Et d'ailleurs, je crois que c'est dans la Bible, il me semble, à l'origine était le verbe. Donc le mot, donc pour moi la conscience, c'est-à-dire l'idée, le concept, vient avant la création matérielle. Donc la conscience est à l'origine de tout. Et là pourtant, Seth distingue. C'est-à-dire que l'entité viendrait avant la conscience. Là, je suis vraiment en train de parler tout en réfléchissant en direct. Tel que je comprends ces dernières phrases, l'entité est encore donc beaucoup plus grande que la conscience. Il a dit que l'entité pouvait utiliser de nombreux types de conscience. Alors, vous voyez, donc là, tout en vous parlant, là, je suis en train de découvrir un concept sur lequel j'avais pas forcément des idées très précises. Donc l'entité serait vraiment, elle chapeaute l'ensemble des concepts. Hein. C'est ce qui viendrait donc d'abord, ce qui est la base créatrice, avec ce côté interne. L'entité a donc différentes consciences qu'elle va utiliser, peut-être même dans différentes personnalités, c'est en tout cas des attributs qu'elle va développer. Euh, et donc ces consciences, après, vont créer chacune oui, le côté matériel, le côté concret. Donc là, on a un peu trois poupées russes. C'est pour ça que je parlais un peu de, oui, d'envelopper les unes dans les autres, hein, insérer les unes dans les autres. L'entité qui entoure l'ensemble
des consciences présentes et qui appartiennent et sont utilisées par l'entité, et peut-être même chaque conscience qui crée une ou plusieurs personnalités et qui vont donc s'incarner et vivre concrètement leur vie. Bon, oui, j'ai l'impression que ça fait quand même sens dans les indications depuis le début du livre, en tout cas, puisque là, je suis vraiment en train de reprendre le livre ligne par ligne, explication par explication. En parallèle, je suis en train de préparer les résumés par chapitre, donc là, je suis un peu en train de replonger dans le deuxième chapitre. Dans mes souvenirs, j'ai l'impression que c'est assez cohérent, en tout cas, et on voit comment Seth amène chapitre par chapitre, donc en tout cas page par page, des concepts un peu plus précis. En tout cas, ça se complète au fur et à mesure, hein. Bon, donc ma conscience est un attribut destiné à être utilisé par moi. Et il conclut ce paragraphe en disant cela s'applique à chaque lecteur de ce livre, même si cette connaissance est cachée, puisque nous n'avons pas un accès a priori direct ou en tout cas conscient à notre entité, dans notre quotidien, en tant que personnalité, mais nous fonctionnons pareil, nous sommes donc au départ une entité, nous avons plusieurs consciences. Là, le lien entre conscience et personnalité, j'ai un petit doute, mais en tout cas, il y a au moins une conscience pour chaque personnalité. Peut-être que chaque conscience peut avoir plusieurs personnalités. Voilà, c'est ma petite hésitation. Si vous avez une compréhension particulière, bah, de la même manière que je disais tout à l'heure, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, peut-être. Donc, ce fonctionnement poupée russe s'applique à chaque lecteur de ce livre, même si cette connaissance est cachée. L'âme, l'entité, est donc davantage que la conscience. Nous sommes donc bien d'accord, en tout cas ça correspond à ce que je viens d'expliquer avant. Est-ce qu'il y aurait autre chose à en dire? Ouais, écoutez, j'ai l'impression là que oui, c'est à peu près clair. Il voulait en tout cas sur ce paragraphe-là, et c'est un paragraphe qui me semble vraiment important, il insistait sur la place de l'entité par rapport à la conscience. Il l'a clairement expliqué de différentes manières. Il y a donc plusieurs consciences par entité. L'entité vient donc avant. Et la conscience ou les consciences sont utilisées par chaque entité et lui ou nous fonctionnons de la même manière. Ça me paraît assez clair. Écoutez, je pense que je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, ce qui va me permettre de mûrir un petit peu justement ce paragraphe. Là, je viens de redécouvrir en relisant des éléments qui m'étaient passés un petit peu à côté. Donc peut-être voilà que ça alimentera un prochain guidage de lecture. Je vous remercie beaucoup en tout cas d'être resté jusqu'au bout de ce guidage. J'espère que les propositions que je vous fais vous alimentent, hein, dans ces réflexions, dans vos propres réflexions en tout cas. Et je vous invite encore une nouvelle fois vraiment à lire de votre côté les livres. Vous aurez tout l'occasion de revenir sur les concepts qui vous semblent importants pour vous. Je vous remercie en tout cas pour votre attention et je vous dis à très bientôt.